On était 2 ans après la loi Kouchner, 2-3 ans après la loi Kouchner, et on avait fait le constat qu'il y avait beaucoup de droits, mais que beaucoup de ces droits n'étaient pas connus. Et donc, on s'est dit collectivement, donc au collectif interassociatif sur la santé, qu'il y avait une vraie plus-value à créer un service d'information juridique. Donc évidemment, c'est une ligne d'information pour aider toutes les personnes qui sont perdues dans ce dédale de droit, que ce soit d'ailleurs pour les associations, pour le grand public ou même pour des professionnels de santé type assistante sociale, mais aussi avec un deuxième objectif qui était un objectif d'observatoire pour avoir une vue, je dirais, de l'ensemble des difficultés rencontrées, avoir peut-être aussi des signaux faibles sur des droits auxquels on n'aurait pas pensé, et tout ça nourrissant aussi les positions du CIS à l'époque pour construire après nos revendications. Dès le début, c'était l'idée de se dire qu'avec cet observatoire, qui s'est constitué peu à peu, mais on voit maintenant qu'il y a des milliers d'appels reçus et tout ça a été constant avec une croissance importante, on a quand même une vision assez globale des différents sujets, des différentes difficultés qui sont rencontrées par la population en matière de santé. Donc par exemple, on va avoir un certain nombre de questions sur l'application des droits des malades, on va avoir des questions sur les droits sociaux, on va avoir des questions sur l'accès à l'assurance et à l'emprunt. Donc voilà, c'était vraiment l'idée d'avoir une vision, je dirais, partagée et globale des difficultés rencontrées. Alors évidemment, avec un biais, puisque ce ne sont que les personnes qui rencontrent des difficultés qui appellent, mais ce n'est pas grave. Voilà, c'est vraiment ça l'idée de fond. L'idée de fond, c'est de pouvoir construire à partir de cette matière et d'objectiver, puisque souvent ce qu'on nous a reproché, c'est de ne pas nourrir assez nos positions de ce qu'on appelle maintenant notre plaidoyer. Et là, on l'illustrait à partir des cas concrets de difficultés rencontrées. À cet égard, par exemple, pendant la crise Covid, dès le début, le ministère nous a demandé de faire remonter les appels, même très peu nombreux, qui arrivaient, pour voir quelles difficultés pouvaient rencontrer. Et on avait des difficultés liées aux EHPAD, des difficultés voilà, de toutes sortes, mais qui en fait se sont révélées exactes après. Santé Info Droit n'est pas forcément une ligne d'écoute à proprement parler. Certes, l'écoute est nécessaire par rapport aux appels que nous recevons, mais en fait, il y a un positionnement très juridique lié à la complexité des questions qui nous sont posées. Donc, c'était une des singularités. Une autre particularité, c'est également de s'adresser à l'ensemble des patients, quelle que soit leur pathologie. Puis il y avait aussi un aspect nouveau à l'époque qui concernait les représentants d'usagers et toutes les questions en lien avec la démocratie en santé. Eh bien, à toute personne malade ou son entourage ou tout usager qui fréquente le système de santé. Et puis ça peut être également aussi des travailleurs sociaux, des représentants d'usagers, des intervenants associatifs, et bien sûr aussi des professionnels de santé, mais sous l'angle dans l'intérêt de l'usager. C'est-à-dire que ça peut être un médecin qui aide son patient à construire un dossier pour la maison départementale des personnes handicapées, par exemple, ou ça peut être un employeur qui cherche à aménager le poste de travail de son salarié, mais toujours sous l'angle vraiment protection de la personne malade. Et toujours gratuit, sans condition d'adhésion à une association ou à France Asso Santé. L'idée, c'est vraiment ouvert à tout public. Bien évidemment, des droits relatifs à la loi 2002 sur le droit des personnes malades, donc par exemple les questions concernant l'accès au dossier médical, le consentement aux soins ou encore la réparation des accidents médicaux. Mais ça va bien plus largement vers en fait toutes les questions juridiques liées à la santé ou alors où la santé est un élément d'appréciation de la situation. Par exemple, des questions de santé au travail, des questions d'accès à l'assurance. Donc en fait, c'est extrêmement large et ça depuis le début. Il a quelque chose d'unique à mon sens parce que quand on compare avec toutes les plateformes possibles d'écoute,
là, est-ce que c'est une plateforme? Sans doute pas, d'ailleurs c'est un service, il a un temps long, une disponibilité extraordinaire, on peut avoir des appels de 2 ou 3 minutes, mais des appels qui vont jusqu'à 1 heure. Jamais l'association nous a fixé une limite sur les appels, l'écoute est unique en ce sens. Les gens peuvent déposer leurs émotions, on n'a pas de restrictions, de difficultés à cet égard. D'ailleurs, on est accompagné pour cette démarche par une régulation animée par une psychologue clinicienne qui nous permet d'avoir toute la disponibilité d'esprit, y compris pour les appels difficiles, parce qu'évidemment, il y en a. C'est le fait d'intégrer une association qui est engagée dans le droit des patients et où il y a un fort aspect social parce qu'on est directement en lien avec les usagers. Et puis on peut agir de façon concrète parce que c'est souvent des personnes qui ne savent pas comment faire valoir leurs droits et qui ont besoin d'orientation et d'explications sur leurs différents droits. Moi je suis juriste et j'ai toujours voulu mettre mes compétences juridiques au service de l'intérêt général. Donc d'abord j'ai travaillé dans la protection de l'enfance et puis à France Asso Santé, je me suis dit pourquoi pas la défense des personnes malades, c'est une cause que je connaissais moins, mais qui m'a très vite plu. Alors, l'écoute, ça a toujours été une longue histoire pour moi, et j'ai été fidèle à une ancienne équipe qui était constituée au sein de SIDA Info Service, dont certains d'ailleurs ont rejoint France Asso Santé. Il y avait cette idée de fidélité, d'engagement, de loyauté déjà vis-à-vis de cette équipe, et j'ai toujours été animé depuis le début, même dans l'orientation de mes études, sur une notion de service public qui me touchait et auquel j'avais envie de répondre. C'était des thématiques qui me parlaient et pour lesquelles j'avais envie de m'engager. J'avais déjà vu le droit des patients lors de mes études. Maintenant, la représentation des usagers, c'était un sujet que je connaissais, mais qui restait très abstrait pour moi. Du coup, intégrer le service m'a permis de voir à quel point les représentants des usagers pouvaient avoir un impact très positif, on va dire, pour les patients, pour améliorer la qualité du système de santé, qu'ils avaient un réel rôle à jouer dans toute la démocratie sanitaire. Les écoutants, ils sont là pour délivrer une réponse juridique la plus fiable possible et la plus individualisée possible. Ça veut dire essayer de comprendre la situation au plus près de l'usager, savoir vraiment dans quelle situation juridique ou administrative il se trouve pour délivrer la réponse la plus individualisée possible. Le critère, c'est pas nécessairement d'être spécialisé en droit de la santé. L'enjeu, c'est d'être un bon juriste, donc de savoir raisonner juridiquement et de savoir également chercher l'information. Donc très peu d'entre eux sont spécialisés en droit de la santé. Il y en a beaucoup qui sont en droit du travail ou en droit des étrangers, ou en droit pénal même. Enfin, c'est très varié et on joue vraiment sur la polyvalence des écoutants qui discutent entre eux d'ailleurs et peuvent se partager leurs connaissances. Pour nous, à la coordination, notre travail du quotidien, c'est de mettre à jour les outils juridiques à disposition des écoutants. Donc ça passe par les fiches pratiques, les fiches Santé Info Droit pratiques qui sont accessibles au grand public sur le site internet de France Asso Santé, mais qui sont un outil vraiment technique pour les écoutants. Et ils sont disponibles donc, sur le site, il y en a près de 100 aujourd'hui. Et il y a également les aides à la réponse qui sont une banque de données qui sont dans nos fichiers et qui sont constituées par les réponses mail qu'on a faites, formulées depuis maintenant 20 ans et qui sont classées par thématiques et sous-thématiques dans lesquelles les écoutants peuvent aller piocher pour obtenir une réponse la plus proche possible de la question qui est posée par les usagers. Oui, on peut se préparer, on peut essayer de mettre toutes les chances de son côté, on va dire, pour avoir l'esprit le plus libre possible et le plus disponible surtout pour les personnes. Donc effectivement, il faut mettre de côté un petit peu le personnel pour vraiment se concentrer sur la personne, sur l'usager qui nous appelle. J'essaye de me mettre dans une situation où je me rends disponible mentalement.
Et après, je pense que c'est difficile aussi d'anticiper les questions qui vont être posées parce qu'il y a différentes problématiques et puis on a chacun, nous, nos propres sensibilités et des sujets qui peuvent plus ou moins nous impacter. Donc, je me prépare, c'est difficile de se préparer dans tous les cas. Déjà, j'ai découvert le métier d'écoute qui au final est un réel métier. On reçoit plein d'appels de personnes différentes et effectivement la détresse peut être elle aussi différente. Ça peut aller d'une situation de détresse, on va dire, plus médicale, où les personnes sont malades et du coup sont un peu perdues par rapport à tout ça, leurs droits et à la fois ce stress de la maladie. Et en même temps, il peut également y avoir de la détresse, on va dire, plus administrative. Les personnes, effectivement, sont confrontées à des difficultés, à des dysfonctionnements de certains organismes ou institutions, comme la sécurité sociale, par exemple. Et lorsqu'on est malade, on a d'autres choses en tête que s'occuper de ces difficultés administratives. C'est un risque qu'on avait identifié dès le départ. Donc l'idée, c'est de faire 3 permanences par semaine, pas plus. Donc 3 après-midi par semaine uniquement, pour éviter d'être trop fatigué par le métier de l'écoute, parce qu'on a des situations difficiles, parce que les appels sont longs, parce que les gens sont vraiment en difficulté. Donc réceptionner toutes ces difficultés sociales, juridiques, émotionnelles, c'est quelque chose qui peut user. Donc on a fait ce choix-là et puis on a mis en place un système aussi de régulation de ces difficultés-là pour les écoutants. C'est-à-dire que tous les après-midi, il y a au moins un référent qui est là, à la fois pour aider techniquement, juridiquement, mais aussi pour écouter l'écoutant qui, après chaque appel ou même pendant les appels, parfois a besoin d'échanger, d'évacuer l'appel difficile. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait tous les après-midi. Et puis, on a mis en place chaque trimestre des groupes d'échange de pratiques qui sont animés par une psychologue clinicienne qui permet, entre écoutants, de décharger un peu les situations complexes et difficiles qu'ils ont pu rencontrer, qui peuvent faire appel à des choses aussi personnelles. Et la psychologue, elle est là aussi pour animer tout ça. On était quand même beaucoup sur des questions liées à la connaissance de ses droits. Ça n'a pas vraiment changé, même si on constate avec le temps qu'on arrive de plus en plus souvent à s'interroger sur les questions d'effectivité de ces droits. Par exemple, parler de liberté de choix pour aller vers tel ou tel professionnel, c'est très bien d'un point de vue théorique, mais on s'interroge quand les personnes, quand on connaît toutes les difficultés d'accès aux médecins traitants pour un certain nombre de personnes sur le territoire français. La connaissance a progressé. On le voit même chez les nouveaux RU ou lors des premières formations que j'ai pu animer ou des premières questions qu'on avait à Santé Info Droit, la connaissance était plus parcellaire et là on sent qu'elle est connue. Moi je pense que le respect des droits en revanche c'est toujours un combat. Il faut toujours remettre ce combat sur le tapis. Le système, par définition, est peut-être réticent à respecter les droits. Sans doute, la question n'est pas limitée au seul droit de la santé, d'ailleurs. Et donc, il va y avoir les établissements qui vont être réticents, les professionnels de santé, qui ne comprennent pas toujours ou qui ne veulent pas comprendre l'utilité des droits au service des usagers. Donc effectivement, c'est un combat permanent, le respect des droits. Je pense par exemple au Mediator, qui est survenu je me souviens bien, entre Noël et le jour de l'an de l'année 2010. Et à ce moment-là, il y a eu vraiment une déferlante d'appels avec vraiment des personnes particulièrement paniquées par rapport à la situation. Je pense également au Covid, où comme pour beaucoup de monde, ça nous a évidemment marqué à notre niveau, déjà au niveau de l'organisation, puisque du jour au lendemain, nous sommes passés d'un système en présentiel à un service qui était totalement à distance. Et puis surtout, nous étions dans une situation où les textes changeaient tous les jours. Et donc c'était une période
forcément très intense pour la ligne. L'IA va effectivement faire partie de plus en plus de l'environnement de tout le monde en réalité. Mais en pratique, en tout cas actuellement, on voit bien les limites aussi de l'outil, avec beaucoup de réponses erronées. Les personnes nous en font part au téléphone. Alors ce qui n'est pas erroné, en revanche, c'est que l'IA oriente beaucoup vers Santé Info Droit, et c'est un peu la marque d'une nécessité de garder une expertise et une écoute humaine en réalité. Oui, bien sûr. Oui, évidemment, pour les mêmes raisons. Sauf si, par extraordinaire, je suis nommé sous-secrétaire d'État aux droits des usagers. 20 ans, au moins 40. Oui, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail pour la représentation des droits des usagers. Oui, bien sûr, tout à fait. Sauf si on mène à bien notre mission et que toutes les personnes malades arrivent à faire valoir leurs droits sans nous. Ce serait génial.